Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Vaste sujet pour cette nouvelle vidéo où on va analyser la manière dont les candidats font de la stratégie, en définissant différents styles de stratèges. Alors les types de stratèges dans Koh Lanta, c'est tout de suite. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai présenté les bases qui permettaient de passer à de l'analyse profonde du jeu, notamment en vous expliquant les modèles de la spirale dynamique et de l'énéagramme. Justement, maintenant que vous connaissez bien l'énéagramme, on va pouvoir réellement commencer à s'amuser et à analyser vraiment ce qui se passe dans Koh Lanta, notamment d'un point de vue stratégique. Alors en réalité, j'ai déjà un peu commencé. Dans mes précédentes vidéos, on a vu que notre positionnement sur la spirale dynamique influençait notre choix aux ambassadeurs. Et on a déjà aussi distingué deux types de social. Ici maintenant, on va distinguer différents types de stratèges. Même si l'énéagramme ne nous indique pas si on est stratège ou pas, le fait d'aimer la stratégie, ça va dépendre de notre positionnement sur la spirale dynamique. Plus vous aimez les valeurs du niveau orange, plus vous allez être attiré par la stratégie dans le sens classique du terme. C'est-à-dire que vous allez établir un plan d'action pour essayer d'avoir ce que vous voulez. En mélangeant cette attirance pour la stratégie avec l'énéagramme qui décrit les motivations des individus, on va pouvoir décrire différents styles de stratèges. Et on va faire le tour du modèle en commençant tout de suite par l'énéatype 1. Alors déjà, toute première chose à savoir, c'est que la plupart des 1 ne sont pas attirés par la stratégie, car l'ego du 1 est très confortable dans le niveau bleu de la spirale dynamique. Bon, malgré tout, même si c'est pas la combinaison la plus fréquente, il y en a quand même, je vous cite quelques exemples de 1 stratège. Patricia, Cédric ou Marc. Alors le 1, ça va être un stratège motivé par l'évitement de la colère. Pour ça, il va vouloir être perfectionniste dans sa stratégie. C'est assez difficile de faire une description théorique en ce qui concerne le 1, parce que ça va beaucoup dépendre en fait de ses idéaux. Et en plus, vous voyez que j'ai cité dans mes exemples 2 variantes différentes. Patricia qui réprimait le mental et qui faisait du coup des stratégies au jour le jour, de manière assez impulsive. Elle avait des alliés, mais qui devenaient des personnes à éliminer le lendemain, et qui pouvaient redevenir des alliés le surlendemain. En fait, éviter la colère pour un 1 alpha, comme c'est le cas de Patricia, à cause de son impulsivité et la répression du mental, c'est tenter de passer entre les gouttes à chaque fois, mais sans construire une alliance solide et pérenne. Il n'y a pas cette vision à long terme en fait. À cause de la répression du mental, c'est plus difficile à avoir. Et voyez, la façon de faire de la stratégie de Patricia, c'est complètement différent des 6 qu'on verra un peu plus loin dans la vidéo, qui eux essayeront toujours d'avancer groupés. Bon, en revanche, si je parle de l'autre variante, représentée par Marc ou Cédric, leur vision du jeu elle était large et le perfectionnisme se voyait dans l'anticipation et la planification. Un très bel exemple, c'est le rôle d'ambassadeur de Cédric dans la saison 14, où il ne s'est pas contenté d'éliminer n'importe qui, il a fait le forcing pour absolument éliminer Alban. On voit bien qu'en fait Cédric, il était exigeant, il voulait le résultat parfait. Donc voilà pour le 1 qui veut essayer d'établir une stratégie parfaite en fonction de sa vision du jeu. Maintenant on va passer à l'énéatype 2. Alors comme pour le 1, c'est pas là qu'on a le plus d'exemples puisque les 2 sont souvent peu stratèges. Alors le 2, il va essayer de concilier stratégie et l'évitement de reconnaître ses propres besoins. C'est assez subtil du coup, ça va être des personnes qui veulent fomenter des coups mais qui vont avoir du mal à l'assumer. En fait, sa compulsion peut même l'empêcher d'aller au bout de ses idées et de ses désirs tactiques. Alors des beaux exemples de ce que je viens de citer, c'est par exemple Laurence de la saison 10 ou Vanessa de la saison 12. Laurence, pendant un confort partagé avec Véronique, elle avait tout prévu et de retour sur le camp, le projet il a complètement volé en éclats et en fait elles n'ont pas osé aller plus loin. Vanessa c'était intéressant aussi, au cours de sa saison, elle a plusieurs idées mais elle prenait jamais les choses en main. En fait elle attendait qu'on lui propose, elle voulait pas être l'initiatrice de la stratégie. Et finalement, elle n'a rien fait de spécial au final. Alors que plusieurs fois, si elle s'écoutait un peu plus elle-même, si elle écoutait un peu plus ses désirs,
elle aurait pu rallier les rouges. Alors aussi, il y a un autre exemple qui m'a l'air très parlant, même si je ne suis pas sûr de son type, mais je vais quand même parler d'Isabelle de la saison 9. Mon hypothèse préférée pour les néatypes d'Isabelle, c'est le 2. Et c'est vrai que dans la saison 9, elle était associée à Patrick. Et vous savez, le 2, il aime se lier avec les autres pour que les autres s'occupent de lui. Et dans la stratégie, ça voudrait dire qu'un 2 aimerait bien se lier avec quelqu'un qui va au front pour lui. Et par association, le 2 récolterait aussi les bénéfices en s'assurant sa place dans le jeu comme ça, grâce à la personne qui est stratège, avec qui elle est alliée. Et je pense que ce qui s'est passé en fait dans la saison 9, donc Isabelle était alliée avec Patrick, mais c'est surtout Patrick qui s'occupait de tout en fait, qui s'occupait de faire les stratégies, etc. Et je trouve que cette manière de se comporter dans la saison, stratégiquement parlant, de la part d'Isabelle, c'est un argument de plus en faveur de l'énéatype 2. Je trouve que ça représente bien ce que pourrait être un énéatype 2 stratège dans le jeu, parce que c'est exactement ça en fait. Il évite de reconnaître ses propres besoins, et elle espère que ce soit Patrick en fait qui, par sa stratégie, s'occupe d'elle. Voilà, donc le débat est ouvert sur l'énéatype d'Isabelle. Et un peu dans le même style, on avait aussi Steve dans la saison 20, qui lui en fait essayait de bien s'entendre avec tout le monde, qui accordait beaucoup de place à sa gestion d'image et qui avançait dans le jeu comme ça. C'est-à-dire que sa stratégie était basée sur la gestion d'image. C'est d'ailleurs pour ça que c'était un excellent candidat. Ça peut être aussi une belle manière pour le 2 d'à la fois essayer d'être aimé et d'être un bon candidat dans le jeu. Alors maintenant, on va s'attaquer à un gros morceau, les énéatypes 3. Les 3 adorent le niveau orange de la spirale dynamique, et du coup, beaucoup de 3 sont des stratèges. Je vous cite des stratèges de type 3, on a eu Patrick dans la saison 7, Philippe de la saison 10, Pascal de la saison 15, Sandro de la saison 17 ou encore Fabien de la saison 18. Alors, la compulsion du 3, c'est d'éviter les échecs. Donc le stratège 3, c'est un stratège qui est motivé par l'évitement des échecs. Plusieurs choses à dire. Déjà, ce qui compte pour un 3, c'est d'avoir une bonne image. Il aime être regardé, voire admiré. Donc, naturellement, le 3 va s'intéresser à la gestion de son image. Ce qui est plutôt une bonne chose, étant donné que c'est le pan de la stratégie le plus important du jeu. Mais, parce qu'il y a un mais, l'évitement des échecs, ça pousse aussi le 3 à aimer le court terme. En fait, ce qui se passe chez le 3, c'est que c'est difficile pour lui d'attendre le succès d'un objectif à long terme. Il ne peut pas se permettre d'attendre, parce que son identité dépend de ce qu'il réussit. Donc le 3 adore réussir, et il adore découper sa vie en une série de plusieurs petits objectifs. Et plus l'ego est fort, plus il déteste la prise de risque, et il va aimer le court terme. Le fait d'avoir plusieurs petites réussites, ça lui permet de se rassurer sur son identité, et d'avoir tout le temps de quoi se vanter en fait. La vie d'un 3, c'est une succession de petites réussites en fait. Et cette adoration pour le court terme, ça fait faire des moves au 3. Et il se retrouve piégé dans le paradoxe de Koh-Lanta. En privilégiant le court terme avec les moves, il détruit son image. Et c'est pour ça qu'en fait le 3, ils ont souvent la bonne vision du jeu, mais ils n'arrivent pas à résoudre le paradoxe de Koh-Lanta. Ils ont quand même l'image du stratège. Pourtant, Fabien, par exemple, dans la saison 18, il répond clairement à Denis que la séduction, ça fait partie intégrante de la stratégie, notamment à cause du phénomène de jury final. Sandro, pareil, il voulait pas rester par exemple avec Franck, qui était un candidat mal aimé, pour pas s'isoler avec quelqu'un qui n'était pas aimé des autres. Alors, un autre point très important pour comprendre la stratégie d'un 3, c'est que le point fort d'un 3, du fait du centre émotionnel préféré, ça va être son relationnel. Et le 3, en fait, c'est une personnalité, comme on dit, à orientation marketing. Il adore se vendre des choses par persuasion, voire manipulation. Et comme il cherche l'approbation des autres, son ego le pousse facilement à voir ce qui intéresse les autres et ce que veulent entendre les autres. Et voyez par exemple Pascal, il représente bien ça. Il était fascinant parce que, humainement parlant, c'était un génie en fait. Il avait cette faculté à toujours avoir des alliés. Il avait toujours un minimum de liens avec quasiment tout le monde.
Et même quand on pensait qu'il était seul, qu'il était dans la merde, bah non en fait, il avait toujours une alliance de secours, on va dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a l'impression qu'il avait la capacité de se faire des alliés un peu où il veut, quand il veut, quoi. Et ça, c'est très très 3 en fait, se mettre en lien avec les autres. Et d'ailleurs, Pascal, il était promoteur immobilier, et Sandro aussi, par exemple, il était commercial. Et vous voyez, c'est des métiers qui collent bien avec les trois. Et Sandro, il dit bien dans son portrait que c'est un métier justement commercial qui lui correspond très bien, et lui correspond très bien au métier. Alors aussi, vous savez que la passion du 3, c'est le mensonge. Et même si c'est avant tout un mensonge à soi-même, quand l'ego est fort, il s'étale, et le mensonge aux autres, ça peut être perçu comme un bon moyen aussi d'éviter les échecs. Et voilà, en fait, c'est pas une coïncidence si plusieurs 3 ont usé de mensonges dans le jeu. Je vous cite des exemples. Aux ambassadeurs de 2007, on a Patrick qui ment à Laurent en lui disant qu'Eric souhaitait l'éliminer. Dans la saison 10, on a Philippe qui dit qu'il veut monter un restaurant pour que le jury final vote pour lui, alors que c'était pas vrai. On a Phil aussi dans la saison 12, même si je ne l'ai pas cité là, parce que Phil n'est pas centré en orange. Mais lui aussi, il s'était embourbé dans un semi-mensonge à un conseil surprise où Brice et Ravière l'auraient missionné pour aller espionner les rouges. Et il y a aussi Fabien dans la saison 18 qui ment aux rouges originels pour leur faire croire que Caroline avait voulu quitter le jeu d'elle-même. Alors vous voyez, les exemples que je viens de citer, c'est des mensonges sous forme de move. Mais bien sûr, il y a aussi des mensonges plus subtils que ça, qui sont liés à la deuxième catégorie de la stratégie, la gestion de l'image. Par exemple, Sandro, dans la saison 17, qui a fait croire qu'il ne supportait pas manger des insectes, alors qu'en fait, ça le gênait pas. Ou encore Pascal aussi, qui dit de lui-même dans le combat des héros que sa stratégie, c'est de se faire sous-estimer. Bon, voilà pour les Enéatypes 3, il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer maintenant aux Enéatypes 4. Alors le 4, il veut respecter tout le monde, et c'est un des Enéatypes qui va être le moins stratège, à cause un peu des mêmes raisons que le 2, du centre émotionnel préféré qui fait qu'il est un peu trop empathique. De ce fait, le 4 va plutôt avoir tendance à faire des stratégies à réaction. Et c'est comme ça que se conjuguent la stratégie et l'évitement de la banalité chez le 4. Il va utiliser la stratégie pour réagir au sentiment de rejet qu'il vit. Comme Tiffany dans la saison 18. Elle se sentait persécutée par les ex rouges, alors à juste titre, là c'est pas la question, mais n'empêche que c'est cette perception qui l'a motivée pour s'en sortir. Et on avait Cyril qui était aussi dans la merde à la réunification puisqu'ils étaient que 3 rouges dans la saison 20 et qui devait avoir la même perception des choses que Tiffany. Alors théoriquement aussi, un 4 qui aime la stratégie, il voudrait se distinguer en faisant des stratégies tape à l'œil qui seraient intrépides et risquées, toujours dans le but d'éviter la banalité. Je pense par exemple à Tiffany qui avait pris quand même un gros risque en donnant son collier à Magali. En tout cas, à travers la télé, ça semblait très risqué puisqu'elle-même était en danger. Alors juste, en ce qui concerne les 4, même si ce ne sont pas les personnes les plus attirées par la stratégie, d'un point de vue de l'analyse stratégique, c'est très très important de repérer quels candidats sont des Néatypes 4 dans le jeu. Parce que c'est souvent par eux que vont intervenir les trahisons du fait de leur compulsion d'évitement de la banalité et de leur sentiment d'être facilement rejetés. On a eu plusieurs exemples dans l'histoire. J'ai déjà beaucoup parlé de Christophe de la saison 8 dans ma vidéo de présentation de l'Enéatype 4. Mais souvenez-vous aussi de Maud dans La Revanche des héros, qui ne se sentait pas bien intégrée dans son équipe et elle a profité de la réunification pour rallier les rouges. Un candidat comme Yves aussi dans la saison 17 se sentait rejeté dans son équipe bleue et lui, même s'il n'a pas atteint la réunification, on peut penser qu'il aurait rallié des ex-rouges ou des ex-jaunes. Maxime aussi dans la saison 18, qui voulait respecter tout le monde et avait fait tellement de promesses qu'il ne savait plus où donner de la tête, il était qualifié de girouette. Et dernièrement, on a eu un bel exemple dans les armes secrètes avec Vincent, qui ne s'est pas senti respecté par Shanice qui lui imposait de voter Maxime ou Laure, et Vincent a voulu marquer sa singularité en changeant d'alliance.
Donc voilà, vous voyez que les 4 ont quand même de l'importance puisqu'une trahison derrière, ça peut changer toute la saison, hein, potentiellement. Maintenant, on passe au 5. Et vous savez que je vais être à court d'exemples étant donné qu'il y en a quasiment pas eu dans l'histoire. On a juste Thierry en guise d'exemple de la saison 12. Le 5, il est motivé par l'évitement du vide intérieur. Alors théoriquement, le 5 aura une stratégie basée sur de l'analyse approfondie. Il voudra tout comprendre des situations. Mais il dévoilera pas ses observations et ses plans aux autres, ou il en dira le moins possible. Le 5, il aime bien la complexité, ça lui permet d'être plus précis. Donc un 5 stratège, c'est une personne qui aura un raisonnement très poussé, voire trop poussé. Il prendrait en compte plein d'éléments dans la réflexion, y compris des éléments mineurs. Ça donnerait du coup des stratégies complexes car très réfléchies, et du coup utopiques aussi, car beaucoup trop compliquées à mettre en place. D'autant plus qu'il ne devrait pas être doué pour trouver des alliés, et faire de la stratégie tout seul dans son coin, voilà, ça mène pas bien loin. Aussi, le 5 stratège, il va adorer la logique, et du coup, toutes ses stratégies découleront de sa logique et ne prendront pas ou très peu en compte les facteurs humains. Et grâce à sa capacité de recul, le 5 devrait quand même comprendre l'immense importance de la gestion de son image. Cependant, son image, il aura quand même du mal à l'améliorer. D'une part parce que son centre mental préféré vers l'extérieur, ça lui donne un côté très analytique, intellectuel, souvent dans ses pensées, en train de prévoir, de calculer. Et ça, c'est généralement jugé négativement par les autres, hein, ça donne un côté calculateur. Et d'autre part, tout simplement à cause de ses difficultés relationnelles. Et bon, le seul exemple que j'ai, Thierry, effectivement, il mentionnait souvent la logique dans ses choix. Il n'a jamais réussi à renverser la vapeur, alors qu'en vrai, il y avait moyen de faire quelque chose, hein. Dans la saison 12, les Jaunes, c'était pas le groupe le plus soudé de l'histoire. Il y avait du Vanessa, il y avait du Charles qui était un peu en marge de l'Alliance et qui aurait pu changer de bord. Bon, voilà. Allez, on passe aux Énéatypes 6. On en a eu des très beaux dans l'histoire. Nicolas, saison 2, Patrick, saison 9, Javier, saison 12, ou plus récemment, pensez à Ahmad, Lola ou Shanice. Le 6, il est motivé par l'évitement de la déviance. Le 6 se cherche un groupe et va être loyal envers son groupe. Donc la première chose à dire, c'est que la majorité des 6 n'aiment pas le mensonge du fait de cette orientation de loyauté qui les pousse à être transparents et honnêtes. De fait, les 6 stratèges sont des stratèges assumés. Un 6 stratège, il va essayer de concilier stratégie et évitement de la déviance vis-à-vis de son groupe. Il voudra que les membres de son groupe soient ses alliés dans la partie stratégique du jeu. C'est ce qui est très important pour le 6, c'est d'établir une relation de confiance entre chaque personne du groupe. Cette loyauté envers son groupe, elle est visible chez Nicolas, qui a carrément fait exprès de perdre des épreuves d'immunité pour sauver Bernard, qui était chez les Rouges, dans la saison 2. Chez Javier, qui veut souder les Jaunes pour tous voter contre Namadia. Chez Lola, qui partageait son collier d'immunité avec toute son alliance. Ou encore Shanice, qui justifie son vote contre Aurélien en disant que c'est la personne envers qui elle avait le moins confiance et qui parlait de famille jaune en tout début de réunification. Et à l'inverse, le 6, il sera méfiant envers toutes les personnes qui ne figurent pas dans son alliance. Du fait de la constante anticipation du futur, le 6 imagine des déconvenues et ça va l'inciter à prendre les choses en main. Et les 6 sont ceux, du coup, avec les 3 et les 7, qui vont être le plus à même d'être créateurs de stratégies. J'ai parlé tout à l'heure pour les 4 de stratégie à réaction, et là c'est l'inverse. Les 6 vont pratiquer des stratégies offensives en décidant d'éliminer un tel ou un tel parce qu'il peut se passer ça ou ça dans le futur. Un 6, il passe son temps à imaginer le futur et les différents scénarios possibles. Et cette façon entreprenante de faire de la stratégie, elle s'est vue chez Nicolas, qui était le maître d'œuvre en 2002, chez Patrick, qui préparait Blindside sur Blindside en 2009, Ahmad aussi, qui a pris les responsabilités d'éliminer des héros, ou encore Shanice, qui décidait de voter Aurélien, car elle anticipait qu'il allait la jouer perso à la réunification.
Autre exemple aussi d'ailleurs pour Shanice, à la réunification, elle voulait casser le duo Laure-Maxine qui pouvait devenir dangereux. Voilà donc pour le 6, on avance groupé et on se projette dans la suite de l'aventure pour faire ses choix. Maintenant les 7. Quelques exemples de stratèges d'Enea type 7, Maxime de Rajampat, Cindy de la guerre des chefs, Adrien des 4 terres, peut-être Mel aussi de la saison 18, même si pour Mel, elle était partie trop tôt dans l'aventure pour que je sois sûr de moi. Alors les 7 stratèges, ils seront motivés par l'évitement de la souffrance. S'ils adorent la stratégie, ils s'éclateront à faire beaucoup de moves pour s'amuser et ils pourront tomber dans l'overplay, comme par exemple Maxime de Rajampat ou Adrien des 4 terres. Mais quoi qu'il arrive, un 7, s'il aime la stratégie, va aimer être entreprenant. Autrement, un 7, il voudra éliminer ceux qui l'ennuient ou qui l'énervent d'une manière ou d'une autre. Un peu comme Cindy qui voulait éliminer Maxime, qu'elle ne jugeait pas très fun. Mais quoi qu'il arrive, le moteur du 7, c'est le plaisir. Il va utiliser son centre mental pour profiter de la vie. Si ça l'amuse de faire un blindside, et bah hop, blindside. Et tant pis pour la gestion de l'image. D'autant plus qu'il va avoir plein d'idées parce que le 7 est vraiment très imaginatif. Et même s'il peut bien évidemment comprendre mentalement que c'est pas forcément positif de prendre en main les choses et de faire des moves, il va avoir du mal à s'en empêcher, puisque le 7 il est confortable dans le niveau rouge de la spirale dynamique et ça va lui faire préférer le plaisir de l'immédiat, le court terme en gros. Et même pour aller plus loin, pour bien comprendre comment résonne un 7 qui est fan de stratégie, dans sa tête il se dit que la gestion de l'image, ça devrait presque pas exister en fait. Parce que c'est chiant. Ça empêche de faire des moves. Donc ça nous empêche de nous amuser au final. Et s'il arrive en finale, le 7, il se dit que si les autres sont pas cons, ils devraient quand même voter pour lui, malgré ses moves. Et si les autres le font pas, c'est que c'est des abrutis et qu'ils comprennent pas le jeu. De toute façon, pour un 7, c'est toujours un peu la faute des autres. Lui, il a rien à changer. Il n'a rien à regretter puisqu'il s'est amusé. Il a compris que c'était un jeu. Et c'est comme ça que résonne un 7 en fait. Il aime bien rationaliser. Donc voilà, en gros, un 7 passionné de stratégie, c'est un 7 qui s'éclate, un 7 qui fait plein de moves, un 7 qui fait plein de blindside, et c'est un 7 qui finit deuxième. En étant au minimum un peu au fond de lui, dégoûté du vote des autres. Car c'est la mauvaise compréhension du jeu des autres qui l'empêche de goûter, lui, au bonheur de la première place. Ouais, ça peut être assez difficile pour un 7 de comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas pour priorité de s'amuser dans la vie. Bon, voilà pour les 7. On continue avec les 8 qui sont motivés par l'évitement de la faiblesse. Théoriquement, on aurait un stratège assumé pour qui la franchise est très important. Un stratège en première ligne en fait, bien visible. Il utiliserait aussi son autorité et sa capacité d'influence pour construire une alliance. Son côté justicier le poussera plutôt à avoir des stratégies aussi à réaction. Même si les 8 alphas qui ont le centre mental en support peuvent avoir de bonnes capacités de planification, les 8 stratèges c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus courant au final. Parce que généralement les 8 ils aiment les valeurs d'orange, mais ils aiment aussi beaucoup les valeurs de rouge et de bleu. Donc ils peuvent aimer la stratégie, mais en restant affirmatifs et en faisant les choses bien. Donc oui, plutôt des stratégies de contre-attaque pour punir ceux qui ne méritent pas de continuer l'aventure et ou qui ont voulu l'éliminer. De toute façon, dans la tête d'un 8, les deux sont un peu mélangés. Si vous avez voulu voter contre lui, vous ne méritez pas de continuer l'aventure. À partir du moment où vous vous êtes opposé à lui, un 8 va vouloir se venger derrière. Vous savez, pour résumer la mentalité d'un 8, comme il est excessif, on pourrait dire que ça se résume à ça. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tort. Donc si vous vous opposez à lui, vous avez tort. Bon, vous avez compris que du coup, la gestion de l'image, très peu pour un 8. Il s'en fout. Ou même s'il s'en fout pas, il aura du mal à faire des efforts dans ce secteur-là. Par contre, il peut faire des moves, mais ça va plutôt être des moves transparents, c'est-à-dire dans l'affirmation. Par exemple, les blind signs, ça va être très difficile à faire pour lui.
Alors en guise d'exemple, on a Claude, qui était le chef de file de son alliance en 2010. Il contrôlait le jeu de manière très voyante. Il y avait aussi Moundir en 2014, qui a voulu punir Isabelle au premier conseil car elle a voulu éliminer les garçons. Et sa stratégie à Moundir, il la faisait face à tout le monde comme il le disait. Pas de coup bas. Pour illustrer encore aussi le phénomène de vengeance, il y avait la stratégie de Claude qui visait à éliminer Régis de l'île des héros. Et même avant ça, dans l'île des héros, comme Ahmad l'avait empêché de bien s'intégrer dans l'équipe des rouges, Claude il envisageait de s'allier direct aux jaunes à la réunification avec Jessica pour le faire payer aux rouges. Et d'ailleurs, les premiers éliminés de la réunification, ça a été Folien et Ahmad. Un autre exemple aussi, on avait Clémentine qui, dans la saison 17, aimait la stratégie et voilà, n'hésitait pas en fait à assumer le fait qu'elle faisait de la stratégie. Allez, maintenant on termine avec le 9, motivé par l'évitement des conflits. Ce qui est intéressant chez le 9, c'est qu'il y a une apparente incompatibilité entre la pratique de la stratégie et la compulsion d'évitement des conflits. En réalité, cette incompatibilité, elle ne concerne que la catégorie de la stratégie qui définit les moves. C'est vrai que quand on fait un move, on s'expose et ça peut occasionner des conflits. Donc un 9 stratège ne fera quasiment aucun move, ou du moins il essayera d'en être jamais l'initiateur, ce sera plus un suiveur. Et il se concentrera uniquement sur la gestion de son image. Du coup, c'est difficile d'admettre que c'est des stratèges, parce que directement quand on pense à la stratégie, on pense au move. Et pourtant, c'est une stratégie de ne pas faire de move. Mais effectivement, pour le téléspectateur, ce qui va être gênant, c'est que la différence entre un 9 non stratège et un 9 stratège, elle est invisible. C'est-à-dire qu'un 9, qu'il soit stratège ou non, il va faire quasiment la même aventure. En fait, la seule différence, c'est la conscientisation de sa façon de jouer. C'est ça la stratégie, savoir si sa façon de jouer permet de gagner ou pas. Et chez le 9, comme cette lucidité lui fait comprendre qu'il joue naturellement bien grâce à son ego, il n'a rien à changer à son comportement. Simplement, il a transformé sa naïveté en lucidité. Et pour repérer ça, le seul moyen qu'on a, nous, les téléspectateurs, c'est d'écouter ce que va dire le candidat dans ses confessionnals, dans ses interviews face caméra. Le 9 stratège, il aura une bonne vision du jeu, alors que le 9 non stratège ne fera pas d'analyse et comprendra pas ce qui se passe ou ce qu'il devra faire. Clémence et Hugo, ils représentaient bien cette façon de jouer. Ce sont pour moi des exemples de 9 stratèges. Ils comprennent qu'il ne faut pas se montrer, qu'il faut rester discret, et qu'il faut suivre le mouvement tranquillement. La devise d'un 9, ce serait un peu « pas de move, pas de problème ». Et à l'inverse, je vais vous citer un 9 qui était non stratège, et vous allez voir tout de suite la différence avec un Clémence ou un Hugo. Par exemple, pensez à Fabrice dans les 4 terres, qui était 9, mais qui était complètement paumé au niveau de la stratégie. Vous voyez qu'il y a une grosse différence de lucidité entre une Clémence, par exemple, et un Fabrice. Voilà, on a fait le tour. Alors, vous voyez que notre ego, ça décrit ce qui nous motive, c'est présent dans tout ce qu'on pense, et ça influence tout ce qu'on fait. Parce que l'ego, c'est enfermant, en fait. On dit qu'on est prisonnier de ça. Par exemple, moi, je suis un 9. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'éviter les conflits. C'est pour ça d'ailleurs que j'insiste beaucoup sur la gestion de l'image dans mes vidéos et sur l'importance que ça a dans le jeu. C'est pas un hasard, hein. C'est parce que mon ego me pousse facilement à voir cette partie du jeu-là et à m'intéresser à ça. Comme par exemple vous, si jamais vous êtes un 6 par exemple, votre esprit va beaucoup vous inciter à mettre l'accent sur le fait d'être inséré dans une alliance. Si par exemple vous êtes un 7, vous allez avoir plein d'idées délirantes pour essayer de rendre la saison plus fun. Bien voilà, la vidéo arrive à son terme. Comme d'habitude, toutes vos remarques sont les bienvenues dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et j'espère vous revoir sur mes prochaines vidéos. Maratane!